s'appelait Fulbert. C'était un fils de portefaix. Quand on était fils de portefaix, on allait devenir portefaix. Il y avait une prédestination. On était ce que le père ou la mère avait été. Et le Fulbert, il allait porter les charges, décharger les bateaux. Il les regardait partir sur le quai. Ça le rendait malheureux. Il ne supportait pas cette idée-là. Lui, il rêvait que d'une chose, embarquer, filer, goûter la liberté. Pas rester attaché à son quai, à sa masure, à sa pauvreté. Un jour, Fulbert, il lut ce qu'il voulut. Il y avait un gars qui avait été malade sur le bateau et le commandant avait dit « Cherche quelqu'un, vous auriez pas un volontaire pour partir ?» Fulbert, moi, j'ai envie, je veux goûter à la liberté. Et Fulbert, il est devenu marinier à son tour. On était dans les années 1755 à peu près. Et pendant 5, 6, 7 ans, il a traversé la vie avec un bonheur sans pareil. Il allait de Rouen jusqu'à Nantes, d'amont en aval, d'aval en amont. Il s'arrêtait partout, il faisait la fête dans toutes les villes. Il était ce qu'il voulait, libre, marin, loin de la terre et de ses tracas, loin des quais où on décharge, comme des bêtes de somme, des bateaux chargés. Lui, il allait à l'aventure. Puis il a trouvé que cette aventure, elle était limitée, qu'il y avait 2 rives qui coinçaient son désir d'aller encore plus loin. La Loire, il la trouvait trop petite maintenant qu'il l'avait fait d'un bout à l'autre. Et à chaque fois qu'il arrivait à Nantes, il regardait ces grands bateaux de bois, ces frégates armées, avec plusieurs mâts, bien plus grandes et bien plus belles que ces bateaux qui allaient sur la Loire. Il en rêvait. Il se disait qu'un jour il tenterait l'aventure. Et puis un jour, effectivement, en septembre 1763, Fulbert, il a franchi le pas. Il a dit adieu à son capitaine. Il a dit « Moi aussi, je veux aller dans les grandes colonies, dans ces pays lointains. » J'ai demandé s'il y a un embarquement. Et ce jour-là, il y avait un embarquement à bord du Prudent. Un bateau qui était au quai de la Fosse. Oh, il appartenait à une famille célèbre, riche. C'était les Mosneron-Dupont. Et ce monsieur Mosneron-Dupont était le petit-fils d'un marin-pêcheur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il avait un bel hôtel particulier sur le quai de la Fosse. C'était un homme sérieux, un homme important. Je pense que Fulbert, il se dit qu'il pouvait y aller les yeux fermés. Il pouvait tellement y aller les yeux fermés qu'il avait appris que pour la première fois, l'armateur, il avait confié son fils Joseph, alors âgé de 15 ans, au capitaine, un certain James. Voilà, il pouvait y aller puisqu'il y avait le fils de l'armateur à bord de ce Prudent. Et Fulbert s'est engagé. Et là, rapidement, il s'est posé des questions parce que il était le 33e matelot qui s'inscrivait sur ce bateau. Il n'avait besoin que d'une quinzaine pour qu'il navigue. Pourquoi étaient-ils si nombreux? Puis, James lui avait interdit d'aller fouiller dans la soute. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir au fond, dans la cale de ce bateau? Il ne s'est pas trop posé de questions parce qu'il y avait des marchandises qui arrivaient de toute la Loire, il y avait de bio-rubans qui arrivaient de Rouen, il y avait des faïences qui nous venaient de Nevers, il y avait des colliers, des bracelets qui venaient de Cône et de la Charité. Puis il y avait du vin, de l'alcool qui arrivait de toute la Loire, à partir d'Orléans jusqu'en bas. Ouais. Il y avait beaucoup de travail. Et c'est que le 13 septembre que le capitaine, elle a dit « Appareillez les amis !» Et ils sont partis. Ils ont doublé Pain-Bœuf bien vite. Et puis ça s'est gâté parce que c'est qu'en décembre qu'ils ont fait escale au Cap-Vert. Le golfe de Gascogne avait été vilain. Et puis ils ont continué le chemin et c'est en janvier 1764 qu'ils sont arrivés à Bissau. Là, il a retrouvé, c'était étonnant, le Phénix, un navire hollandais qui était arrivé bien avant eux, qui était parti après. Il l'avait vu au quai. Donc le capitaine n'était pas si fameux que ça. Puis là, il a fallu commencer le négoce avec un grand roi nègre. Ouais, parce que c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Qui était venu et qui avait voulu voir la marchandise la plus précieuse qui était au fond de la soute. Et là, Fulbert a compris. Au fond de la soute, il y avait des armes qui venaient aussi par la Loire, qui venaient de la région stéphanoise. Et le roi était pas content du tout. Elles étaient en mauvais état. Il a fallu pendant 2 mois les réparer, les refaire.
Le roi est revenu, il était un peu plus satisfait. Et en échange de toutes les babioles qu'on avait emmenées, puis de ses armes, il a confié 144 bonhommes et bonnes femmes attachés par ces colliers qui avaient été faits à Cône et à la Charité. Fulbert, il n'avait plus envie de liberté et de naviguer. Il était à bord d'une prison, son bateau était une prison et on y transportait des pauvres gens qu'on fouettait éventuellement s'ils ne marchaient pas droit. Mais il fallait continuer, il n'y avait pas le choix. Alors, ils ont fait route vers Port-Royal à la Martinique et là encore, la traversée a duré 4 mois. Fulbert, il s'en rappellera toute sa vie de cette traversée. C'est un moment épouvantable, un moment odieux. Ça mourait, en veux-tu, en voilà, dans cette soute. Ça mourait, mais les maladies, elles s'arrêtent pas à la soute. Les maladies, elles se fichent des chaînes et des bracelets qu'on peut mettre aux jambes. Les maladies, elles vont aussi à l'air libre. Et sur le pont, les marins, ils mouraient aussi des maladies qui faisaient mourir ces pauvres gens. Quand on est arrivé à Port-Royal, il n'y avait plus que 70 personnes dans la soute et il n'y avait plus que 15 matelots sur le pont. On a déchargé les survivants, on les a rafraîchis pendant 1 semaine, on les a bien nourris, on les a mis à l'ombre, on les a baignés, on les a lavés, on s'est occupé d'eux pour bien les vendre. En échange, on a pris du sucre, on a pris du coton, on a pris du cacao, tout ce qu'a fait la richesse de nos villes en bord de Loire. Fulbert, lui, il n'avait plus du tout envie de tout ça. Il pensait qu'à une chose, revenir vite fait à Nantes, puis fuir ce bateau du diable, ce négrier. Est arrivé le 25 décembre 1764. Ouais, le jour de Noël. Parlait d'une coïncidence. Il a dit, rien demandé, ni son reste, ni son dû. Il n'a pas dit bonsoir à ce capitaine James. En passant devant le quai de la Fosse, il a craché devant la maison de cet armateur du diable. Puis il a taillé la route le long de la Loire sans regarder les bateaux. Il s'est réfugié à l'abbaye de Saint-Benoît. Il s'est fait moine. Il voulait prier à longueur de journée et de nuit pour obtenir le pardon pour ce qu'il avait fait, puis pour tout ce qu'avait fait la marine de Loire et la marine tout court. Voilà. Fulbert est devenu un peu célèbre. Les conventionnels, quelques années plus tard, en 1794, sont venus écouter son témoignage et puis ils ont aboli l'esclavage une première fois. Ça n'a pas duré bien longtemps parce qu'il y a un bicorne ou un tricorne, je ne sais pas comment, qui est arrivé au pouvoir. Il a rétabli tout ça. Il fallait que le commerce vive. Et l'esclavage fut vraiment aboli le 27 mai 1848 dans notre beau pays qui affichait liberté, égalité, fraternité sur ses frontons. Fulbert, lui, il y avait bien longtemps qu'il était mort. Mais je crois que c'est grâce à lui qu'on a obtenu le pardon pour cette chose infâme. Et avec cette histoire, j'espère que vous irez faire un tour au mémorial de l'esclavage qui est à Nantes. Et que vous déposerez votre chapeau et que vous penserez à ces 22 millions de personnes qu'on a déplacées de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà comment se termine ce voyage dans le passé de notre marine de Loire. Il y a eu des choses magnifiques et puis il y a eu l'aventure de Fulbert. J'espère qu'il nous aura obtenu le pardon.